En 1944, l'école d'ingénierie allemande avait accompli un miracle. Elle avait créé un chasseur de chars exempt de défauts. Il était plus rapide que le Tigre, plus bas que le Panthère et plus mortel que les deux réunis. Son blindage frontal, disposé selon un angle parfait, le rendait pratiquement invulnérable aux canons alliés. Les tankistes britanniques qui rencontrèrent cette machine en Normandie l'appelèrent un suicide. Mais cette perfection avait un prix que l'Allemagne ne pouvait plus se permettre. Cette arme nécessitait du carburant qui n'était pas disponible, des pièces de rechange dont les usines avaient été bombardées et des équipages d'élite qui avaient été tués lors de campagnes précédentes. Les Allemands créèrent une Ferrari pour une guerre où les tracteurs l'emportaient. Voici l'histoire de la façon dont la quête de la perfection peut devenir une erreur stratégique. L'histoire du Jagdpanther, une machine qui tuait les ennemis par dizaines, mais mourait de l'usure d'un seul engrenage. Pour comprendre le paradoxe de ce triomphe d'ingénierie, nous devons remonter 3 ans en arrière, lorsque les obus allemands rebondirent pour la première fois sur le blindage soviétique dans un cliquetis. À l'été 1941, durant les premières semaines de l'opération Barbarossa, les artilleurs antichars allemands rencontrèrent un ennemi qu'aucun règlement d'avant-guerre n'avait anticipé. Les obus de 37 mm, qui jusqu'à récemment avaient percé les blindages polonais et français, rebondissaient désormais sur les plaques inclinées des T-34 soviétiques dans un cliquetis impuissant. L'infanterie surnomma rapidement leurs canons heurtoirs de porte. Ils faisaient bisartige beaucoup de bruit, mais étaient complètement inutiles. Pire encore, apparurent de lourds chars Kavi dont le blindage frontal pouvait résister même aux obus de 50 mm. Le seul salut était les canons anti-aériens, ces mêmes canons de 88 mm qui étaient conçus pour abattre les bombardiers à tirés à haute altitude. Déployés horizontalement, ils pouvaient pénétrer n'importe quel char soviétique à une distance d'1,5 km. Un obus de 10 kg quittait le canon à une vitesse de 800 mètres par seconde, et aucune inclinaison de blindage ne pouvait le sauver d'un tel coup. Cependant, cette solution avait un prix. Le canon anti-aérien pesait plus de 4 tonnes. L'équipage se composait de 11 personnes. Le canon prenait plusieurs minutes à déployer et devenait une cible stationnaire avant de pouvoir tirer un 3e coup. Cela fonctionnait encore en défense, mais l'armée en progression avait besoin de quelque chose de complètement différent. Une plateforme blindée mobile capable de délivrer la puissance dévastatrice du 88 tout en se déplaçant, manœuvrant et survivant. La Wehrmacht obtiendrait une telle machine. Mais d'abord, les ingénieurs du Reich créeraient 2 monstres qui dévoreraient leurs propres équipages. La première réponse fut le Ferdinand, un colosse blindé de 70 tonnes, né du génie de conception de Ferdinand Porsche et de la logique de production du Reich. Lorsque le projet de char lourd de Porsche perdit la compétition face à la machine de Henschel, 90 châssis prêts restèrent inutilisés. Une solution fut trouvée rapidement. Installer un puissant canon de 88 mm sur eux, les couvrir d'un blindage frontal de 200 mm et les envoyer au front. Près de Koursk, à l'été 1943, les Ferdinand détruisirent des centaines de chars soviétiques. Mais le prix de ces victoires fut monstrueux. Les véhicules tombaient en panne en marche, brûlaient à cause de la surchauffe de la transmission électrique et restaient coincés à chaque passage, parce qu'aucun pont de campagne ne pouvait supporter leur poids. Et le pire se révéla au combat. Les concepteurs n'avaient prévu aucune mitrailleuse. Le Ferdinand était invulnérable aux chars, mais l'infanterie soviétique le criblait de grenades, enfumait les équipages avec de la fumée et les abattait à travers les fentes de visée. Le général Guderian appela cela « chasser l'écaille avec un canon de siège ». La deuxième tentative fut le Nashorn, l'opposé complet. Un châssis léger, une cabine ouverte et le même canon de 88 mm. Le véhicule pesait 2 fois moins que le Ferdinand et pouvait suivre le rythme des colonnes de chars. Mais l'équipage de 4 hommes était assis derrière un blindage épais seulement d'1 doigt, exposé au ciel et aux éclats d'obus. N'importe quel mortier, n'importe quel avion de chasse était une condamnation à mort. Une puissance excessive tuait les siens. Une légèreté excessive ne protégeait personne. À l'automne 1943, l'Allemagne avait besoin d'une 3e voie.
un véhicule qui combinerait la puissance de feu du Ferdinand avec la mobilité et la protection d'un char moyen. À l'automne 1943, la réponse existait déjà, une machine qui, un an plus tard, brûlerait 11 chars britanniques en 2 minutes de combat. Le 20 octobre 1943, au terrain d'essai d'Arras en Prusse orientale, 3 maquettes en bois, grandeur nature, furent présentées à Hitler. L'une représentait le super lourd Tigre Royal. La deuxième était le gigantesque chasseur de chars Jagdtiger. La troisième semblait plus modeste, mais ce fut celle-ci qui retint le Führer le plus longtemps. C'était un projet sur lequel les ingénieurs de Daimler-Benz travaillaient depuis près d'1 an. La tâche était simple. Prendre le châssis éprouvé du Panther, monter un canon de 88 mm à long tube dessus et protéger le tout avec un blindage capable de résister aux tirs de retour. Le résultat dépassa les attentes. Au lieu d'une tourelle, les concepteurs créèrent une cabine blindée basse qui se fondait harmonieusement dans la coque du véhicule. La plaque frontale épaisse de 81 mm était positionnée à un angle de 55 degrés par rapport à la verticale et cela changeait tout. Un obus volant horizontalement rencontrait non pas 80 mm d'acier, mais presque 140. Le mantelet du canon était fait de 100 mm de métal solide. Le canon était le même que celui du Tigre Royal, un paquet 43 avec une longueur de canon de 71 calibres. La vitesse initiale de l'obus dépassait 1000 mètres par seconde. À une distance allant jusqu'à 900 mètres, la trajectoire restait presque plate. Le tireur n'avait pratiquement pas besoin de faire d'ajustement pour la porter. L'obus perforant pénétrait 165 mm d'acier à une distance d'1 km. Aucun char de production allié n'avait une telle protection, même en conception. En même temps, le véhicule pesait 46 tonnes, 24 tonnes de moins que le Ferdinand. Son moteur Maybach de 700 chevaux l'accélérait à 46 km/h sur l'autoroute. L'équipage se composait de 5 personnes, un commandant, un tireur, un chargeur, un mécanicien conducteur et un opérateur radio qui était également le mitrailleur de caisse. Hitler approuva le projet immédiatement. De plus, il nomma personnellement le véhicule. Pas d'indice bureaucratique, pas de désignation encombrante, juste Jagdpanther, la panthère chasseresse. La production devait commencer dans 3 mois à l'usine de Braunschweig. Le plan était de produire 150 véhicules par mois. Ces chiffres restèrent sur le papier. En janvier 1944, les 5 premiers chars Jagdpanther de production sortirent de la chaîne de montage de l'usine de Braunschweig. En février, il y en eut 7. En mars, il y en eut 8. Au lieu de 150 véhicules par mois, l'industrie du Reich en produisait 5, 7, 10, à peine assez pour équiper une seule division. Le problème n'était pas dans la conception. Les coques blindées étaient livrées régulièrement depuis l'usine Brandenburg-Eisenwerk. 30, 40, 50 pièces par mois. Mais chaque Jagdpanther nécessitait un assemblage de précision, des ouvriers qualifiés et des composants rares. Plus important encore, l'usine de Braunschweig était à portée des bombardiers alliés. En 1944, la ville fut bombardée 40 fois. L'usine fut touchée 10 fois directement. En octobre, une attaque particulièrement réussie détruisit 60% des installations de production. La différence entre le plan et la réalité était de plus de 500 véhicules, suffisamment pour 12 divisions complètes. En juin 1944, lorsque les Alliés débarquèrent en Normandie, la Wehrmacht disposait de 46 chars, Jagdpanther prêts. 46 véhicules pour tout le front occidental. En comparaison, plus de 10 000 canons automoteurs Stugé furent produits pendant la guerre. Le ratio était d'un prédateur sans défaut, pour 25 chevaux de labour. Mais il y avait un problème pire que la pénurie de véhicules. La pénurie de personnes, les écoles de chars qui en 1941 passaient des mois à former des équipages, les produisaient maintenant en semaines. Des garçons de 17 ans étaient assis aux commandes de machines qui nécessitaient compétences et expérience. Le major Karl-Heinz Nowak, qui accepta les premiers chars Jagdpanther dans sa 654e division au printemps 1944, le savait mieux que quiconque. Ces hommes avaient combattu à Kursk dans des Ferdinand, survécu au cauchemar de la retraite et vu le meilleur équipement détruit par des mains inexpérimentées.
Maintenant, il devait prouver que la nouvelle machine pouvait changer le cours de la bataille. L'Hauptmann Friedrich Lüderitz, commandant de la 2e compagnie, reçut 12 chars Jagdpanther et l'ordre de tenir la défense dans le secteur de Caen. Il ne restait que quelques semaines avant la bataille qui entrerait dans l'histoire. Le 30 juillet 1944, les troupes britanniques lancèrent l'opération Blue Coat, une attaque au sud de Caumont pour soutenir la percée américaine sur le flanc ouest de la tête de pont de Normandie. Le 3e bataillon de chars des Scots Guards reçut l'ordre de capturer la colline 226 près du village de Loges, à quelques kilomètres derrière les positions allemandes. Plusieurs dizaines de Churchill avançèrent le long d'une route de campagne entre les haies, ce bocage même qui transformait la Normandie en un labyrinthe de murs verts et de virages aveugles. 3 Jagdpanther de la compagnie de Lüderitz les attendaient dans des positions camouflées. La silhouette basse des véhicules se fondait dans les talus et les buissons. Les Britanniques ignoraient leur présence jusqu'à ce que le char de tête soit enflammé. Ce qui se passa ensuite prit environ 2 minutes. Les obus de 88 mm percèrent le blindage frontal des Churchill comme du papier. Les tankistes britanniques n'eurent même pas le temps de comprendre d'où venait le tir. Le major Sidney Cuthbert, commandant adjoint du bataillon, tourna son véhicule vers la menace et tenta de riposter. Son char fut l'une des premières victimes. Charles Ferrel, un tankiste du même bataillon, se souvint plus tard. Son char se fendit en deux, la tourelle s'envola et tout l'équipage et lui-même brûlèrent vifs. Lord William Griffiths des Welsh Guards était dans un autre secteur, mais ce qu'il vit resta gravé dans sa mémoire pendant des décennies. Sur le fond de la route derrière nous, la silhouette de ce qui semblait être le plus grand char que j'ai jamais vu apparut. Il s'avéra être un Jagdpanther allemand et le canon de son arme semblait s'étendre sans fin vers nous, de plus en plus loin. Lorsque la fumée se dissipa, 11 chars britanniques brûlaient sur la route. 24 Guardsmen n'avaient pas été tués en ces 2 minutes. Les pertes allemandes s'élevaient à 2 Jagdpanther. Les 2 furent désactivés en raison de chenilles endommagées et furent abandonnés par leurs équipages. À la fin de la journée, le décompte était passé à 14 Churchill détruits. Le 30 septembre 1944, l'Hauptmann Friedrich Lüderitz reçut la croix de chevalier pour ses combats en Normandie, le seul commandant de Jagdpanther à recevoir cette distinction. Mais à ce moment-là, sa compagnie n'existait plus. Dans les jours qui suivirent le triomphe de Loges, les avions alliés détruisirent méthodiquement tous les Jagdpanther, restant de la 654e division. Les chasseurs-bombardiers Typhoon chassaient les véhicules blindés allemands depuis les airs, où ni l'inclinaison du blindage ni la puissance du canon ne donnaient aucun avantage. Pas un seul véhicule de la division ne traversa la Seine lors de la retraite générale de Normandie. En septembre, la 654e dut être retirée à l'arrière pour réorganisation. Seuls les équipages restèrent de l'unité à pleine puissance sans leur véhicule. C'était un verdict non pas sur le véhicule, mais sur tout le système qu'il avait créé. Le Jagdpanther s'était révélé invincible au combat. Mais le combat n'était qu'une petite partie de la guerre. Entre les batailles, le véhicule devait être entretenu, réparé, ravitaillé en carburant, réapprovisionné en munitions et évacué en cas de panne. Et là, la perfection se transforma en malédiction. Le principal problème était les transmissions latérales, ces mêmes composants qui transmettaient la puissance du moteur aux chenilles. Le rapport français sur le Panther de 1947, compilé sur la base de tests d'après-guerre, enregistra des statistiques dévastatrices. Le moteur Maybach pouvait supporter 1500 km, tandis que les engrenages latéraux ne pouvaient supporter que 150. Le Jagdpanther calait non pas parce qu'il manquait de carburant, mais parce que les mécanismes s'usaient 10 fois plus vite que les concepteurs ne l'avaient anticipé. La situation était aggravée par la conception même du chasseur de chars. Le canon dans la tourelle fixe ne pouvait être dévié que de 12 degrés vers la gauche et vers la droite. Pour viser le canon sur une cible en dehors de ce secteur, tout le véhicule devait être tourné. Chaque virage mettait à rude épreuve les engrenages latéraux. Chaque bataille impliquait des centaines de tels virages. Il n'y avait pas de pièces de rechange. Il y avait une pénurie catastrophique d'équipements d'évacuation capables de remorquer un véhicule de 46 tonnes. En janvier 1945, le carburant était devenu un luxe. La formule de la fin était simple, un Jagdpanther,
dont la transmission latérale était tombée en panne au milieu d'une retraite, étaient condamnés. Abandonner un tel véhicule à l'ennemi signifiait lui donner un avantage technologique. La seule option restante était de le détruire de leurs propres mains. C'est pourquoi dans les rapports de la 563e division, le nombre de pertes dues à leurs propres équipages dépassait les pertes dues à l'ennemi de 12 fois. Sur les 413 Jagdpanther construits, seuls quelques-uns survécurent à la guerre, et chacun d'eux a sa propre histoire. Sur les 413 chars Jagdpanther construits, environ 10 ont survécu jusqu'à ce jour. 4 d'entre eux sont encore opérationnels. L'un de ces véhicules est exposé à Bovington, le principal musée de chars de Grande-Bretagne. Son histoire elle-même sonne comme l'ironie de la guerre. Lorsque les troupes britanniques occupèrent une usine à Hanovre en mai 1945, elles trouvèrent plusieurs coques inachevées sur la chaîne de montage. Au lieu de les envoyer à la fonte, le commandement ordonna aux ouvriers allemands de terminer l'assemblage sous la supervision d'ingénieurs militaires. C'est ainsi que naquirent les derniers chars Jagdpanther. Des véhicules assemblés par le pays vaincu pour les vainqueurs, afin qu'ils puissent étudier l'ennemi qu'ils n'avaient pas réussi à vaincre en combat ouvert. Un autre véhicule appartient à la fondation britannique Wildlife. Le mécanicien Mike Gibb, qui le conduisit sur des centaines de kilomètres lors de tests et de courses de démonstration, réfuta le principal mythe sur le manque de fiabilité du Jagdpanther. Le véhicule fonctionne parfaitement s'il est entretenu par un équipage expérimenté, expliqua-t-il à l'historien James Holland. Le problème en 1944 n'était pas le matériel, le problème était les personnes que le Reich n'avait plus. En juillet 2019, un mémorial aux Guardsmen tombés fut dévoilé près du village de Loge. La plaque de bronze porte les noms du major Sidney Cuthbert, du sergent Andrew Hay et de 22 autres tankistes britanniques qui moururent le 30 juillet 1944. Plusieurs parents assistèrent à la cérémonie, nièces de ceux qui brûlèrent vifs dans leur char Churchill lors d'une bataille de 2 minutes avec 3 véhicules allemands. Le concept même du chasseur de chars ne survécut pas longtemps à la guerre. Les armées d'après-guerre expérimentèrent avec des véhicules similaires. Le Stridsvagn 103 suédois et le projet britannique Jagdpanther des années 1970. Cependant, la tourelle finit par l'emporter. La flexibilité s'avéra plus importante que les angles de blindage idéaux. L'histoire du Jagdpanther parle de la façon dont on peut gagner chaque bataille et quand même perdre la guerre. Les concepteurs allemands créèrent un véhicule sans défaut évident. Il avait l'équilibre parfait entre blindage, puissance de feu et mobilité. Son canon pouvait pénétrer n'importe quel char ennemi. Sa silhouette lui permettait de disparaître sur le champ de bataille. Une protection qui transformait les attaques frontales en suicide pour l'attaquant. Cependant, cette perfection même devint un piège stratégique. Tandis que l'Allemagne construisait 413 Predators sans défaut, l'Amérique produisit 49 000 Sherman, pas les meilleurs, pas parfaits, mais suffisants, et en nombre suffisant, dans une guerre d'usure, suffisant, bat parfait. Un Sherman perdu pouvait être remplacé en une semaine. Un Jagdpanther perdu disparaissait pour toujours, avec l'équipage qui avait été formé pendant des mois, avec les pièces qu'il était impossible de remplacer, avec le carburant qui manquait même pour la retraite. Le Jagdpanther resta un monument au génie de l'ingénierie, et en même temps un avertissement. Dans la guerre, comme dans la vie, la quête de la perfection peut devenir une forme de défaite. Parfois, la meilleure arme n'est pas celle qui ne peut être vaincue, c'est celle qui ne peut être perdue.